je vais vous présenter aujourd'hui un projet de recherche qui a commencé il y a un an, donc, qui correspond au projet de thèse de Vivien Rabadan, co-dirigé également par Nadia Aguillon-Hernandez. Et donc, je tiens tout de suite à remercier déjà du coup, les financeurs de ce projet, puisque Exact donc, soutient le fonctionnement de ce projet et la bourse de thèse de Vivien a été obtenue par la Fondation de France et la FEAMS. Et je remercie aussi toute l'équipe de recherche qui nous accompagne sur ce projet et toute l'équipe hospitalière, effectivement, qui est très impliquée. Et en particulier, je tiens à remercier Hugo Zopé qui a participé à la mise en place de ce projet également. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'oculométrie et pupillométrie. C'est des termes qui peuvent paraître un peu barbares. Peut-être que vous avez entendu parler d'eye tracking. Donc eye tracking, c'est effectivement la technique qu'on utilise dans ce projet. Alors pourquoi elle est très intéressante cette technique? Parce que c'est une technique qui est facile à utiliser même chez de très jeunes enfants, qui ne nécessite pas de contact et qui ne nécessite pas forcément un comportement volontaire. On n'a pas forcément besoin de donner une instruction pour obtenir quelque chose qui est intéressant. Et donc tout ça, c'est combiné, ça fait que c'est quelque chose qui peut être utilisé vraiment de manière, on va dire, très large avec la population, même avec des gros déficits. Donc l'eye tracking, ça sert à quoi? Ça sert à mesurer le regard et la pupille. Donc comment ça marche? C'est un petit dispositif de caméra et d'illumination infrarouge qui peut être déposé en dessous d'un écran, par exemple, sur lequel on va présenter des stimulations particulières. Et ça nous permet de mesurer où se pose le regard sur l'écran et donc par rapport à ces stimuli, où est-ce qu'il se pose exactement. Donc la première mesure qu'on peut obtenir, c'est l'oculométrie, et c'est donc effectivement où et comment regarde la personne par rapport à ce qu'on lui présente à l'écran. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça nous permet de mesurer le diamètre de la pupille, et ça, c'est un reflet de la réaction physiologique aux stimuli qui sont présentés, donc de l'éveil physiologique. Donc je ne vais pas forcément aller très loin dans les processus cérébraux sous-jacents, mais globalement, ces deux types de mesures, ça va nous renseigner et notamment sur la capture de l'attention, mais également, quand on parle de la dilatation pupillaire en particulier, sur tout ce qui est un reflet des processus sensoriels, attentionnels émotionnels et cognitifs. Donc, l'eye tracking et l'autisme, c'est une histoire qui a commencé il y a environ une vingtaine d'années grâce à des études de Klein aux États-Unis qui a montré qu'effectivement, sans doute que le regard des personnes autistes dans une scène sociale était différent du regard des personnes neurotypiques. Et du coup, ça s'est beaucoup appliqué à l'étude des stimuli particuliers sociaux que sont les visages. Et donc, effectivement, si on présente des visages, on se rend compte que les personnes au développement typique, en plus il y a un reflet là, vous avez du mal à voir sur l'écran, avec un développement typique observe de manière très caractéristique un visage, en particulier les yeux et puis le fond de bouche, et que ça peut être très différent chez une personne autiste. Alors quand on voit ça, on se dit ah ouais, c'est fantastique, et c'est tellement différent que forcément c'est quelque chose qui peut être utilisé pour faire un diagnostic. Par contre, il y a de la variabilité, hein, comme pour tout. Il y a de la variabilité à la fois chez les neurotypiques, mais aussi chez les personnes avec autisme. Et donc, si on a là, par exemple, des exemples de patterns très différents, vous voyez que même chez des neurotypiques, on peut avoir des explorations qui vont en dehors du visage, mais aussi avoir des personnes autistes qui regardent tout à fait, on va dire, typiquement un visage. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent ressortir de ces indices oculométriques, et je vais vous en parler juste après. Mais bon, c'est déjà une première piste qui dit, bon, bah, l'eye tracking, ça peut s'avérer vraiment à aller aider au diagnostic de l'autisme. Mais ça s'est encore renforcé avec l'étude de la pupille, puisque au niveau de l'équipe, on a plusieurs types de protocoles qui ont montré, notamment celui-là qui utilise un gradient de stimuli de visage allant de photos à des vidéos et ayant ou non un contenu émotionnel, que c'était vraiment très très pertinent, puisque si on regarde la dilatation de la pupille, donc comment elle grandit en réponse à la présentation de ces visages, on s'aperçoit que chez des enfants au développement typique, on a une réponse modérée à une photo, mais une réponse très importante à un visage en vidéo, qu'il soit émotionnel ou non, et que cette réponse importante est complètement absente chez les enfants autistes. Donc on s'est dit, super, là aussi un indice qui pourrait être utilisé pour un diagnostic précoce.
Alors, si on va regarder plus loin et qu'on se dit, ok, maintenant ces paramètres individuellement, à quel point ils peuvent nous permettre de prédire si un enfant qu'on fait passer devant l'eye tracking, il va appartenir à la catégorie autiste ou à la catégorie typique, on se rend compte qu'au final, donc, le temps passé sur les visages ou les yeux ou la dilatation pupillaire en réponse au visage, ça nous permet d'obtenir environ 75 à 80% de discrimination entre les deux populations. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ça dépend de l'âge. C'est-à-dire que l'oculométrie a l'air d'être plus efficace chez les adultes et la pupillométrie plus efficace chez les tout petits. Donc ça, c'est vraiment des pistes très intéressantes qu'on poursuit dans l'équipe avec la combinaison de ces paramètres et l'obtention du projet Circus, qui donc permet de combiner ces paramètres oculométriques et pupillométriques et d'associer à l'intelligence artificielle pour aller vers une aide au diagnostic précoce. Et ça, c'est le sujet de test de Camille Ricou qui est là, si jamais vous voulez en parler avec elle à la fin. Là, le projet dont je vous parle aujourd'hui, il va plus loin que ça, qui est de se dire, finalement, il y a peut-être des choses aussi en dehors de l'autisme. Et là, on ne contrôle absolument pas ce qui passe finalement pour d'autres types de troubles de neurodéveloppement qui peuvent être aussi comorbides avec l'autisme. Et aussi, on s'est intéressé donc particulièrement donc, à la réponse évoquée par les visages. Et donc, il y a quand même beaucoup d'autres paramètres qu'on peut obtenir en oculométrie et pupillométrie, et avec beaucoup d'autres types de stimulation. Donc là, on est resté principalement sur le contenu social, avec ou sans mouvement, puisqu'on a des photos ou des vidéos. Et ça correspond, on va dire, plutôt à une dimension sociale qui est très présente, effectivement, au niveau de l'autisme. On pourrait se dire qu'on peut appliquer les mêmes techniques à d'autres types de contenus qui sont plutôt non sociaux, avec par exemple des vidéos quotidiennes mais sans personne, ou alors juste des objets en mouvement, sans mouvement, et mesurer le même type de paramètres. Et là, on aurait peut-être accès à une dimension plutôt attentionnelle non sociale qui pourrait être, par exemple, caractéristique d'un TDAH. Mais l'oculométrie, la pupillométrie, c'est tellement simple qu'on peut aussi faire ça sur des choses beaucoup plus basiques, avec qu'est-ce qui se passe au niveau du déplacement automatique ou des réflexes, avec pour l'oculométrie tout ce qui est les déplacements des yeux, donc les saccades, ou la poursuite oculaire, et pour la pupillométrie, le réflexe photomoteur, c'est-à-dire comment notre pupille réagit de manière réflexe à un changement lumineux. Et ça, on serait plutôt sur des dimensions potentiellement motrices qui pourraient être atteintes, par exemple, dans d'autres TND du type troubles de développement et de la coordination. Et tout ça, bien sûr, est à mettre en relation avec ce qui se passe au repos. Parce que si finalement au repos, on n'est déjà pas dans un état classique, et ben peut-être qu'on ne peut pas réagir de la même manière. Et donc tout ça, ça peut être évalué par la fixation ou le tonus de la pupille et l'ictus, qui est une variation lente de diamètre au repos. Alors bien sûr, ça paraît très simpliste à présenter comme ça, on sait que la réalité n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'au final, ces troubles, ils sont comorbides et chacun de ces TND, il est atteint dans plusieurs dimensions. Donc c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de l'eye tracking dans ces différents TND par rapport à ces différents cadres? C'est que au niveau de l'autisme, il y a quand même des atteintes a priori à peu près dans toutes les cases que je vous ai présentées, même si ça n'a jamais été testé simultanément pour pouvoir les comparer entre elles. Qu'au niveau du TDAH, effectivement, il y a aussi des choses qui ont été montrées dans pas mal de cas, surtout au niveau oculométrique, que ce soit de la fixation des sacs, de la poursuite, du temps passé sur des types de stimuli où le regard se pose, et beaucoup moins de choses au niveau du TDC, alors qu'effectivement, on a vraiment une très grosse comorbidité. Et donc, l'objectif du projet Beyond, c'est vraiment de se dire, on va étudier tout ça ensemble pour pouvoir le comparer. Donc le projet Beyond, le titre du projet global, c'est pupillométrie et oculométrie vers des biomarqueurs dimensionnels des troubles du neurodéveloppement. Il a pour objectif effectivement de caractériser tous ces types de paramètres, donc de l'eye tracking, oculométrique et pupillométrique, dans plusieurs contextes qui vont du très simple au plus complexe et au social, chez les mêmes individus, avec ou sans TND, afin de voir si on peut obtenir des biomarqueurs, des caractéristiques fonctionnelles des populations, mais aussi des individus à l'intérieur de ces populations. Un aspect dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent aussi, c'est qu'on voudrait mettre ça en lien avec les troubles neuro-ophtalmologiques, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a une très forte occurrence des troubles neuro-ophtalmo dans les TND, et que pour l'instant ça a été étudié par les ophtalmos, et pas trop effectivement du côté neurosciences, eye tracking, et on ne sait pas trop si peut-être qu'effectivement ces troubles neuro-ophtalmo peuvent avoir une conséquence directe sur l'enregistrement de ces paramètres,
et ce qui pourrait expliquer peut-être certains des résultats déjà obtenus. Donc on peut aussi identifier le lien potentiel avec les troubles neuro-ophtalmologiques pour ces paramètres mesurés en eye tracking. Donc c'est le projet de thèse de Vivien Rabadan, qui a commencé du coup sa thèse il y a 1 an exactement, et qui a mis en place un protocole d'eye tracking. On va essayer d'être le plus court possible, hein. C'est l'objectif de toutes les études dans l'équipe, c'est de se limiter maximum à 30 minutes pour que ce soit tenable pour un enfant avec un TND. Et donc il a découpé ça en plein de petits blocs qui permettent d'essayer d'étudier tous ces aspects. Donc des blocs qui vont effectivement des aspects plutôt l'état de base, donc avec le repos, le réflexe automoteur, les aspects attentionnels, la saccade, la poursuite, et après des préférences sociales, non sociales, l'assaillance non sociale, l'assaillance sociale. Voilà, donc c'est effectivement plein de petits blocs, et c'est en fait, ça s'appuie sur le projet Circus dont je vous ai parlé, qui se fait du coup dans une petite tente mobile, et on peut après se déplacer pour effectivement se déplacer au contact des populations. Donc, où en est-on là dans ce projet Beyond? Et ben, durant cette première année, Vivien a réalisé plusieurs études pilotes qui permettent nous, effectivement, au niveau des neurophysiologiques, de mieux comprendre aussi ce qui se passe de base entre plusieurs de ces paramètres. Donc, notamment, essayer de mieux comprendre la pupille au repos, quels sont les paramètres qui peuvent influencer ces enregistrements. Et donc là, il a présenté déjà un poster sur ces données, il est en train d'écrire l'article qui concerne ces données pilotes. Aussi, au niveau de la pupille, toujours, quel est le lien entre l'état de repos, l'état réflexe et l'état de réactivité à un stimulus? Et effectivement, c'est des données acquises avec Camille Ducou qui vous permettent de mieux expliquer ce qui se passe au niveau de la neurophysiologie, et en parallèle de la mise en place de ce protocole. Et donc maintenant, on est à la phase de recrutement des populations, avec notre objectif étant d'avoir un premier pool, on va dire, de neurotypiques avec et des adultes et des enfants, et après un pool de 120 enfants avec un TND. Donc j'ai de manière catégorielle mis un tiers de TSA, un tiers de TDAH, un tiers de TDC, mais comme je vous ai montré, c'est très comorbide. Donc le but, c'est d'avoir effectivement une grande population qui est à la fois soit des diagnostics isolés, soit des diagnostics comorbide 2 ou 3, et de voir un peu effectivement comment ça se répercute sur tous les paramètres que nous avons mesurés. Donc avec comme perspective de mieux décrire les particularités fonctionnelles des individus avec un TND, éventuellement de mieux pouvoir décrire les profils en fonction des comorbidités, qui permettrait peut-être d'adapter la prise en charge individuellement, et pourquoi pas d'identifier des biomarqueurs de risque précoces, puisque c'est une technique qui donc peut être utilisée très précocement chez le jeune enfant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Claire pour cette présentation qui nous montre à quel point finalement avec peut-être un outil qui est assez simple et en tout cas dans sa mise en place flexible pour pouvoir réaliser du dépistage précoce. C'est vrai qu'aujourd'hui on se pose beaucoup la question sur les plateformes de coordination et d'orientation, en tout cas les médecins avec lesquels je travaille, sur les troubles neurovisuels et comment ils sont effectivement dépistés en fait, chez les jeunes tout petits, hein, les jeunes enfants en fait, et dès le cabinet médical en fait, hein, ou même parfois en PMI. Donc ça c'est vraiment, j'espère qu'on va pouvoir avancer sur cette question parce que c'est une question qui est très présente en fait auprès des médecins et des soignants qui dépistent donc ces enfants. Je ne sais pas si donc dans la salle nous avons des questions. Oui, très bien d'étendre les troubles du neurodéveloppement, mais dans les troubles du neurodéveloppement aussi il y a le trouble du développement intellectuel. J'en ai pas du tout entendu parler là, donc voilà, c'est un choix, le choix doit être fait. Mais en tous les cas, voilà, c'est toujours aujourd'hui, il va falloir manier tous ces concepts de façon précise, parce que TMD, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Voilà, on met, comme disait ma collègue tout à l'heure, on met une stratégie voilà, pour les troubles du TMD, mais on a l'impression que chacun y met
ce qu'il veut dedans. Donc voilà, quel TND on met. Madame vient de parler des trucs neurovisuels, je suis bien d'accord avec elle. Il y a aussi cela dont on parle jamais. Donc voilà, c'est tout. C'était juste Oui, non, bien sûr, vous avez une question là-dessus, raison. parce que voilà, de vous enjoindre tous, en tout cas les chercheurs, à être extrêmement précis quand vous utilisez cette expression. Il n'est pas un diagnostic en soi. Non, bien sûr, et c'est pour ça que là, je parlais de 3 catégories de diagnostics qui ont été choisies effectivement de par leurs caractéristiques fonctionnelles et de la manière dont on pensait aussi que life tracking allait pouvoir aider à mieux comprendre ces dimensions. Parce que effectivement, le TDI, je vais C'est l'heure de votre vitesse sur TV Val de Évidemment. C'est horrible. C'est un mille à Et voilà. Oui, donc je pense qu'effectivement, le TDI, comme on va avoir on va être sur des populations cliniques qui auront sans doute un bilan psychomoteur sur lequel on espère effectivement pouvoir avoir une information, en tout cas de l'évaluation du quotient développemental, verbal et non verbal. Mais c'est vrai que ce n'est pas une dimension sur laquelle on pensait pouvoir apporter quelque chose de spécifique avec life tracking. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qu'on va forcément prendre en compte dans nos analyses, puisqu'on va le but pour nous à chaque fois, c'est de ne pas se limiter à des populations, on va dire, avec un QD normal. Donc nous, on cherche toujours à faire de l'inclusion maximale des spectres les plus grands possibles. Et d'ailleurs, la population qu'on commence à viser, 40-40-40, je ne sais pas si ce sera assez pour effectivement permettre de bien décrire ces interactions entre comorbidité, dimension fonctionnelle et autres aspects qu'on n'a pas pris en compte là. Mais bon, c'est un premier pas et je pense qu'au bout de là, on verra s'il faut qu'on double notre population parce que sinon on ne peut rien dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis encore au milieu de la salle. Donc... Merci beaucoup, Pierre.